Et si vous viviez l'expérience Insider par la fourchette? Savourez l'instant présent et profitez de l'essentiel. Nous avons la table que vos moments méritent. Avec Insider, laissez-vous guider pour goûter à ce que chaque ville fait de meilleur. C'est ce que nous avons fait pendant ce tournage. Dévoiler des talents et partir à la rencontre de ceux qui font la gastronomie d'aujourd'hui et de demain. À l'image de nos chefs, nous ne sélectionnons que le meilleur. Guidés par l'exigence pour satisfaire la vôtre et vous mener à nos meilleures tables, les plus établies aux plus confidentielles. Ne choisissons pas par hasard. Avec Insider par la fourchette, osons vivre des expériences culinaires sincères et passionnées. On va enchaîner. J'espère que vous êtes toujours bien, à fond. On a bien démarré. Voilà, c'était bien d'évacuer le sujet, je dirais. Et puis maintenant, on n'en parle plus. Et puis, hommes et femmes, tous ensemble. On va accueillir nos deuxième panel d'invités, pour la deuxième table ronde, donc, qui s'appelle « Une réputation à faire et à défaire ». Donc c'est vrai que c'est une des problématiques qui se posent aujourd'hui au restaurant. C'est les amateurs qui sont devenus experts. Les experts ont-ils toujours leur mot à dire? Comment on gère tout ça? Comment est-ce qu'on modère les avis, notamment? On aura quelqu'un de TripAdvisor sur cette scène. Donc on va accueillir, je ne sais pas s'ils sont tous arrivés, mais je pense, dans l'ordre d'apparition, Stéphane Ries. Merci Stéphane d'être avec nous. Hélène Clément. Hélène qui a 2 casquettes aujourd'hui. Guillaume Gomez, qu'on est ravi d'accueillir comme tous les autres. Et Stéphanie Boyle, donc de TripAdvisor. Je vous en prie, installez-vous. Donc Stéphane Ries, qui est, comme c'est écrit, qui a créé l'agence Affectio, donc qui conseille les chefs et les hôteliers sur leurs social media, sur les social media. On en parlera avec lui. Hélène Clément, qui a fondé l'agence Palais Royal, qui fait du community management, mais pas que. Un peu la même chose, mais pas avec forcément toujours les mêmes outils. Et puis qui, comme Stéphane d'ailleurs, est fille de restaurateurs hôteliers. Donc ils ont aussi cette expérience-là, ils ont vécu, ils sont tombés dans la marmite. Guillaume Gomez, qu'on ne présente plus, aussi encore, chef des cuisines de l'Élysée, qui nous consacre un peu de temps dans des agendas hyper chargés, surtout la semaine dernière, mais encore cette semaine. Cette semaine aussi, hein. tous les jours, en fait. Et Stéphanie Boyle, qu'on est aussi ravi d'accueillir. Merci Stéphanie d'être avec nous, donc, qui travaille chez TripAdvisor. Donc, comme toutes les tables rondes, moi j'aime bien commencer par l'expérience de terrain. On a ici un chef qui est hyper connecté. Certains lui reprochent, hein, on va en parler très tranquillement. Donc Guillaume est très actif sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Donc en fait, tu mets en jeu à chaque fois ta réputation, peut-être même celle de l'Élysée. Parfois, certains peuvent se dire, est-ce qu'il n'a pas un devoir de réserve? Comment c'est venu déjà cette idée d'être connecté, d'être un chef connecté? Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité sur cette table ronde. Comment c'est venu? Très simplement, avec la rencontre. En dehors de l'Élysée, je consacre le peu de temps qui me reste aux associations de cuisine, à la rencontre avec les plus jeunes pour un devoir de transmission dans les écoles, dans les concours. Et c'est vrai que les jeunes étaient demandeurs de rester en contact. Et au début, je commençais par donner mon portable et puis ça devient vite compliqué de rester en contact avec tout le monde via le téléphone. J'ai déjà très peu de temps pour répondre au téléphone parce qu'en cuisine c'est pas toujours facile. Donc naturellement le premier des réseaux Facebook s'est imposé à moi et j'ai commencé à ouvrir un profil très rapidement complet, deuxième profil, troisième profil, maintenant une page. Quand j'ai compris comment ça fonctionnait, il a fallu un peu de temps et ensuite ça s'est fait naturellement. Ensuite, d'autres médias se sont imposés. Comme j'avais un petit peu de succès sur Facebook, le patron d'Instagram était reçu à l'Élysée. Le service de l'Élysée m'a dit « Mais vous n'êtes pas sur Instagram, chef? Il faut ouvrir un compte Instagram. »
je dis, je m'en sors déjà à peine avec Facebook. Allons-y sur Instagram. Vous êtes sur Instagram, vous n'êtes pas sur Twitter. Ça se bine. On ouvre un compte Twitter. Et maintenant, c'est vrai que ça se fait assez naturellement. Enfin, les réseaux sont interconnectés, donc c'est assez facile. Pour revenir sur mettre en jeu ma réputation, je suis chef de cuisine. Hein, je sais pas. Donc enfin, mes tweets ne concernent que moi. Et voilà. Et ce que je poste, j'essaye de poster toujours quelque chose qui soit en cohérence avec ce que je suis. On raconte pas d'histoire. Donc c'est surtout sur les produits, sur le métier, sur la transmission. Très peu sur la vie à l'Élysée de toute façon. Voilà. Après. Par des photos matin et soir. Oui, C'est pour joli, me dire, ça y est, on lever est de là. soleil au coucher de soleil. Pour montrer, parce que la façade est belle, donc, et les cuisines sont belles. Donc oui, puis c'est une façon aussi de rester en contact avec les équipes, avec le reste de la maison. Et ça se fait très naturellement. Et aujourd'hui, c'est un outil, alors je ne vais pas dire indispensable, on peut vivre sans, mais c'est quand même une facilité sur beaucoup de choses pour rester en contact. J'ai la chance de voyager à travers le monde, de présider deux associations de cuisine et d'être le représentant français pour le club des chefs. Donc je voyage à travers le monde pour parrainer des semaines de la gastronomie française, et ça me permet de rester en contact avec les chefs du monde entier, qui ne sont pas forcément aux mêmes horaires que nous, avec les décalages, et ça reste un lien important. Et quand on retrouve un chef qu'on n'a pas vu depuis un an, grâce aux réseaux sociaux, on a l'impression qu'on ne s'est pas quitté. Ça casse les codes, ça casse les distances, et c'est l'atout des réseaux sociaux. Ce qui est important, comme tu me disais dans une interview, ce formidable site qui s'appelle Bruit de Table, personne, en fait, tu mets au défi quiconque de connaître ta vie privée, véritablement, même si c'est très exposé. Les réseaux, ça reste un outil. Après, voilà, oui, en effet, je défie quiconque de connaître le nom de mon chien, comme je te l'ai dit. J'ai pas de chien, mais voilà, on y raconte ce qu'on veut. Moi, je suis toujours étonné de voir les gens qui racontent leur vie sur Facebook. Je suis pas contre, c'est ce qu'ils veulent. Moi, je suis pas là pour ça. Je suis parti du principe que si la lumière, autant soit-elle efficace ou pas, qu'ont les chefs aujourd'hui, si ça peut servir à faire briller des causes, il faut s'en servir. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un attrait sur les réseaux sociaux, sur ce que je fais. Si ça peut permettre de mettre en avant des producteurs, les aider un petit peu dans ce sens-là, à faire découvrir des produits, à expliquer à d'autres chefs que la saison de la fraise, maintenant c'est fini. Des choses comme ça, si on peut faire passer des messages, qui soient des messages sans être trop philosophiques, mais des messages de bien-être, de santé, de ce qui nous touche, la transmission, le partage et la saisonnalité et la défense et l'amour du produit, on serait bête de ne pas s'en servir, et ça reste l'un des derniers médias gratuits. Donc voilà. Alors Stéphane, est-ce que cette idée d'exposer sa vie, certains chefs effectivement ont peut-être cette tentation, c'est pas ce que tu leur conseilles? C'est quoi le conseil premier à un chef qui vient te voir, tu dis comment je fais avec les réseaux sociaux? Alors ça, c'est une très bonne question, Stéphane. Je suis là pour ça. Dans un premier temps, en fait, on essaye d'établir un état des lieux en fait, de la présence de la maison et du chef, à savoir comment est-ce qu'on parle de lui, où on parle de lui, qui parle de lui, et ensuite on essaye de voir, quand il commence en fait, à prendre la parole, comment est-ce qu'il prend la parole. Juste avant pour que les gens puissent se rendre compte, on va sortir en fait, prochainement, d'ici 48 heures, une petite étude qu'on a fait. On a commencé en fait à surveiller tous les étoilés Michelin. Donc c'est vrai que pour l'instant c'est essentiellement focus sur les étoilés Michelin. Voilà. Sur une période d'1 mois, juste pour que vous puissiez vous rendre compte, on a capté 16 837 verbatim, donc publications. Ces 16 837 publications ont généré 418 millions d'impressions. Donc c'est pour vous rendre compte en fait donc effectivement on peut la thématique c'est faire une réputation et la défaire. C'est vite fait. C'est vite fait. Voilà. Donc sur les 418 millions de publications, donc on n'a pas encore allé chercher on n'a pas été chercher la tonalité, parce qu'en fait on peut savoir ce qui est positif, négatif ou neutre, à savoir comment un internaute va prendre la parole, comment est-ce qu'il va parler d'une maison. Tout ça en fait il y a un impact. Juste pour vous rendre compte. C'est 28% sur Facebook, donc c'est ventilé, hein, les 17 000 publications sont ventilées sur 28% sur Facebook, 19% sur Twitter, 19% sur des blogs, 10% sur les médias et 18% sur Instagram. Donc c'est vrai, comme Guillaume le disait, en gros, il faut être partout et essayer de voir comment est-ce qu'on le fait, quelle ligne éditoriale on va mettre en place. On en parlera sur la table ronde suivante, effectivement, on voit que les médias peut-être ont perdu un peu de leur influence. Oui, mais il reste encore les plus vus. Oui. Donc c'est vrai que là, dernièrement, il y a eu
le cas de On en parlera de Sébastien Roy, on en parlera cet après-midi. Non, mais tu peux en parler. Ouais. Juste, en fait, on s'est amusé à vérifier et à surveiller la maison Bras avant l'annonce du 21 septembre. Il n'y avait pratiquement pas ou peu de publications sur les réseaux, donc sur Internet. Dès l'annonce, ça a été en fait une ruée mondiale, à savoir à 60% sur des sites anglo-saxons, des médias français. Donc c'est assez intéressant de voir le bruit qui s'est propagé en 48 heures, et ça continue. Pour mémoire, Sébastien Bras qui a annoncé qu'il souhaitait rendre les 3 étoiles que Michelin lui attribue. Stéphanie, donc on a cette émergence des amateurs, entre guillemets. C'est un peu le... Voilà. C'est ça. TripAdvisor est arrivé pour ça, d'une certaine façon. C'est quoi cette nouvelle donne de ces clients qui deviennent des experts, en tout cas qui le pensent peut-être, qui déposent des avis? Il y a des discussions, on le sait, chez les restaurateurs. Bien sûr, oui. C'est quoi, en gros, le panorama aujourd'hui de cette nouvelle donne des avis de consommateurs? Ça a beaucoup changé. Le monde a beaucoup changé. C'est clair que personne ne fait un achat dans aucun secteur sans consulter des avis, sans consulter quand même un ami ou sans consulter quelque chose avant de faire l'achat. Et les restaurants, c'est pas différent. Donc, TripAdvisor, c'est une plateforme là où on peut poser des avis et tout le monde peut s'exprimer. Désolée, je suis pas française, donc désolée pour mon français déjà. Mais bon, c'est vrai que ça a changé beaucoup la forme de faire les choses, mais c'est pas non plus différent que Instagram, que Facebook, qu'autres plateformes où les gens peuvent partager un peu leur expérience. Et moi, ce que j'aime bien savoir, c'est que dans les temps, il y avait peut-être moins de 10% des restaurants du monde, ou de la France surtout, qui allaient avoir le privilège d'avoir un critique venir chez eux et faire la critique de leur restaurant, et puis partager ça et publier ça dans une publication comme Le Monde ou Figaro ou autre place. Mais maintenant, c'est vrai que ça permet à faire découvrir des plus petits restaurants, parfois, ou des restaurants en campagne, qui n'avaient pas la même possibilité de se faire découvrir. Donc ça, bien sûr, ça a changé les choses et ça évolue un peu le marché, mais je pense que c'est bien. C'est bien. Hélène, qu'est-ce que tu conseilles, toi, à un restaurateur? Est-ce qu'il faut regarder TripAdvisor tous les jours? Est-ce qu'il faut répondre? C'est quoi le conseil de l'experte? TripAdvisor me fait dormir très mal, donc je préfère conseiller aux chefs de se positionner sur les réseaux sociaux qui sont gratuits. Je vais compléter ce que dit Stéphane. Je pense aussi qu'il faut évidemment faire un audit de sa présence, mais surtout définir un objectif. On ne va pas aller sur les réseaux sociaux pour y aller parce qu'un tel y est. Il faut savoir ce qu'on va y chercher, qui on veut cibler, et à partir de là, définir une ligne éditoriale assez claire et peut-être avoir quelques gimmicks, comme par exemple Guillaume qui le matin dit qu'il est arrivé, l'été nous met ses lectures nocturnes, trouver des petites choses régulières, des petits rendez-vous pour qu'on devienne familier avec le chef, son univers, et qu'on ait l'impression de le connaître, ou de connaître son univers, son restaurant, les coulisses, et pour essayer de surnager parmi les 16 000 occurrences dont parlait Stéphane. Et je pense que TripAdvisor reste quelque chose de très particulier, parce qu'effectivement, on va vouloir avoir un avis, mais quand un ami va publier une photo d'un plat dans un restaurant sur Instagram, je vais avoir envie d'aller voir c'est où exactement, c'est quoi ce plat, pourquoi ce plat, et je vais avoir peut-être une affinité plus forte avec mon ami qui est allé dans ce restaurant qu'avec un commentaire de TripAdvisor de quelqu'un que je ne connais pas forcément, qui aura été positif ou négatif selon. Eh ben justement, c'est pour ça qu'on a fait personnaliser TripAdvisor. On a donné la possibilité de se connecter avec son compte Facebook pour pouvoir voir les avis de ses amis. Et pour exactement la raison que tu as dit, parce que c'est beaucoup plus intéressant de voir là où ta mère elle a été, ou ton ami a été, parce qu'ils vont avoir plutôt souvent le même goût que toi, que de voir n'importe qui. Tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que la plupart des gens qui utilisent le site, ils filtrent. Ils vont chercher... moi, je cherche une cuisine française ou je cherche une cuisine japonaise. Ils ne vont pas chercher n'importe quoi. Ils cherchent avec une envie. Et ça permet déjà de voir un peu plus les restaurants sur lesquels on veut focaliser. Est-ce que vous conseillez de répondre, Stéphane et Hélène, aux avis sur TripAdvisor? C'est un grand débat. Certains chefs explosent
littéralement et postent des réponses Alors, saignantes? Est-ce que c'est une bonne Pour moi, en pratique? fait, il y a eu 2 exemples dernièrement qui ont fait le buzz. La Peña Festa, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un restaurant qui se trouve à Bercy. Non, pas à Bercy, à La Villette. Qui a fait une vidéo parce qu'il en avait marre en fait que les clients lui tapent dessus sur TripAdvisor. Cette vidéo a été vue plus d'1 million de fois. Voilà. Donc en gros, lui, il a utilisé en fait TripAdvisor et ça lui a fait un buzz, mais juste énormissime. Positif ou négatif? Et positif parce que du coup, moi, je connaissais pas la Peña Festa, ça m'a donné envie d'aller manger là-bas. Voilà. Ensuite, dernièrement, il y a eu un autre chef. C'est bon? J'y suis pas encore allé, mais maintenant je Bon, connais. c'est pas si efficace que ça. Mais je connais le nom. Voilà, et je pense que je ne suis pas le seul à connaître le nom. Ensuite, il y a un autre chef qui, dernièrement, s'est fait remarquer par la vidéo qu'il a pu poster en insultant ses clients, en disant à la fin qu'il avait envie de les tuer. On sentait en fait un chef avec le couteau. Oui, non, mais on sentait un chef qui était un peu au bord du rouleau, qui était plutôt bien placé sur TripAdvisor. Donc ça nous a donné envie, nous, en fait, d'aller voir comment ce chef se positionnait. Donc il avait plutôt une bonne réputation. On s'est rendu compte que la mairie n'avait plus envie en fait de pousser en fait des clients chez lui. On a interrogé des responsables de guides gastronomiques qui m'ont dit mais jamais en fait on intégrera en fait ce type de maison. Donc lui ça lui a créé en fait un bad buzz, mais il est tellement content en fait de ce qu'il a fait parce qu'effectivement sa vidéo a été vue je pense 800 000 fois. Il a été au journal Le TF1, le magazine L'Hôtellerie, enfin différents magazines pro l'ont cité. Mais tout ça en fait pourquoi en gros, en tant que client, on n'a pas envie de se faire insulter par un chef. Non, par qui que ce soit. Hein. Mais même dans un restaurant, aujourd'hui, quand on le voit, et qu'il dit en gros, je vais les tuer, quand il va en salle et qu'il demande si ça s'est bien passé, ben forcément, je pense que le client va dire oui, oui. C'est sûr qu'on hésite à rentrer. Et Stéphanie, d'où l'idée quand même d'expliquer aux restaurateurs, prenez en main votre fiche Trip, c'est ça. Il y a des outils, je crois que 35% seulement j'avais lu ce chiffre-là, des restaurateurs vraiment utilisent les outils qui sont mis à leur disposition gratuitement par Trip. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est restaurateur pour gérer soi-même sa Moi, je ne réputation travaille sur pas Trip? dans un restaurant, mais je vois déjà que je comprends. Personne n'ouvre un restaurant parce qu'ils ont envie de faire le e-marketing. Ce n'est pas la passion d'un restaurateur, d'un chef, c'est de faire l'e-marketing. Mais c'est vrai qu'il faut un peu. Et on a fait des sondages là-dessus et on a vu que 90% des restaurateurs français, ils suivent ce qu'on dit sur eux en ligne, mais seulement 10% passent leur temps à faire quelque chose là-dessus. Et il faut un peu soit choisir Facebook ou Instagram ou Twitter, mais il faut choisir là où on veut être et là où on veut parler, et il faut prendre en main sa réputation là où on peut. Et sur TripAdvisor, c'est vrai qu'on évolue tout le temps ce qu'on offre aux propriétaires de restaurants. Et depuis 1 an, on offre encore plus de facilités pour pouvoir contrôler et gestionner ce qu'on met sur la page. C'est tout à fait gratuit de mettre les heures d'opération, enfin des infos très simples, de poster des photos que vous choisissez vous-même. Et aussi, et ce qui est le plus important, de répondre aux avis. De la même façon que vous allez partager votre voix sur Facebook ou sur Instagram ou autre place et parler avec les gens qui viennent chez vous, si vous avez la possibilité de répondre même à 5%, à 10% des avis et de partager votre expérience, parce que c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir faire plaisir à tout le monde, tout le temps. Et on va trouver un client qui a trouvé que le potage était trop froid ou qui n'a pas aimé le vin. Et c'est vrai que là, ça donne l'opportunité aux chefs, aux propriétaires, aux directeurs de dire « je ne suis pas d'accord, vous avez passé un très bon moment chez nous, on l'a vu, et je suis un peu triste et navrée de voir que vous avez écrit cet avis, mais... » Et puis après, ça vous donne la possibilité de renforcer toutes les choses qui sont bonnes sur l'établissement et de renforcer normalement ce que les autres avis ont dit. Du coup, vous conseillez de répondre qu'aux avis négatifs? Non, comme on veut. Comme on veut, parce que honnêtement, je sais que personne n'a le temps. Je viens d'écouter des femmes ici et je suis... I'm like in awe. Je ne sais pas comment dire ça, mais ça me donne un mal de cœur de voir comment les gens doivent travailler.
Moi aussi, j'ai une petite fille et je ne sais même pas comment ce serait possible d'être 20 heures dans un restaurant. C'est vachement dur. Je sais qu'on n'a pas le temps de tout faire. Mais si vous avez le moment de répondre aux avis négatifs, au moins, vous avez la possibilité de montrer votre côté de l'histoire, de partager votre expérience et d'avoir le dernier mot, ce qui est le plus important. Parce qu'une fois que vous répondez, la personne qui a déposé l'avis ne peut pas répondre. Non, mais il faut quand même faire très attention de la manière dont on répond. Parce Ouais, que, oui, donc il ne faut pas, surtout ne pas réagir à chaud pour un professionnel. Et on voit que les 3/4 répondent à chaud. Ils se sentent attaqués et derrière vont gentiment taper sur le client qui s'est exprimé. Et puis il faut surtout faire attention à la manière dont on répond, parce que Google derrière va référencer les avis. Et en référençant les avis, je m'y connais pas. Et en référençant les avis, donc il y a des mots-clés qui ressortent, et donc ce qui fait que parfois des avis qui sont, on va dire, enfoncés dans la chronologie, peuvent ressortir. C'est l'effet Streisand en fait. C'est l'effet Streisand, Barbara Streisand qui avait eu un bad buzz, qui en a parlé, personne ne savait qu'il y avait un bad buzz sur elle, et du coup elle a fait elle-même le buzz de sa propre... Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, et je pense que Hélène me rejoindra là-dessus. Il faut bien sûr, moi je pense, répondre aussi bien aux avis positifs que négatifs, parce que ça veut dire qu'on attache plus d'attention en fait à un avis négatif qu'à un avis positif. Moi je conseille aussi des restaurateurs, parfois il y a des clients qui vont déposer 5, 6, 7 avis, donc ça veut dire positif, et le restaurateur en fait n'a jamais en fait daigné répondre en disant merci de l'attention que vous apportez, de votre fidélité. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je pense que le client va se lasser, et lorsqu'il y aura quelque chose de négatif, sera peut-être plus indicatif dans ses propos, et je pense vraiment que les restaurateurs doivent répondre. Alors oui, c'est difficile de répondre à tout, mais je pense que dans l'ensemble, il faut aussi bien répondre aux avis positifs que négatifs. Sachant aussi que les clients mécontents sont plus susceptibles de communiquer leur mécontentement sur le site que les clients contents. Et répondre aux commentaires en général peut inciter les clients mécontents à ne pas mettre de commentaires. Enfin, c'est vérifié, en tout cas chez certains clients. En fait, il y a plus d'avis positifs en fait la plupart du temps. C'est un peu le prix. On ne voit que cela. Peut-être, Guillaume, je suppose que tu as des confrères. Je ne suis pas du tout d'accord avec tout ce que vous dites. Qui sont malheureux. Quelle note tu as, Guillaume, toi? Oui, j'ai cette chance de ne pas être noté dans les guides. Oui, comment ils le vivent? On a tout. On a ceux qui sont très avis, heureux d'être numéro 1, numéro 3. Tout le monde en a, tout le monde pense pouvoir le donner sur tous les sujets. Donc les réseaux sociaux servent aussi à ça. Moins de gens chez les psys et tous sur les réseaux, et chacun donne son avis sur tout ce qui se passe. Moi, le premier sur la météo. Donc voilà. Donc, je vais me ranger de votre côté. En tant que consommateur, je suis très heureux qu'il y ait des réseaux, qu'il y ait des systèmes, des outils comme TripAdvisor pour aller voir. Après, les restaurateurs qui sont contre, bien évidemment, il y en a. Ça fait jamais plaisir de prendre une critique. Et on a un métier qui est très dur où on peut être critiqué plusieurs fois par jour, et surtout la déco. Quand vous allez chez votre médecin, la salle d'attente, elle est pourrie. J'ai jamais entendu quelqu'un critiquer le médecin parce que la salle d'attente est pourrie. Le chef, il va se faire critiquer même s'il y a des bouchons devant chez lui. Donc, arrivé à un moment, voilà, c'est un métier qui est très dur, mais on le sait. Donc, on ne va pas se plaindre que les gens critiquent le métier qu'on a choisi. Après, en effet, il y a beaucoup plus d'avis positifs sur ces outils-là que d'avis négatifs. Est-ce qu'il faut répondre? Est-ce qu'il ne faut pas y répondre? Chacun, à mon avis, fait ce qu'il veut. Vous défendez votre beefsteak, c'est normal, je le comprends. Moi, l'interaction que j'ai sur les réseaux sociaux, je pars du principe, je ne vais pas me faire des amis, qu'il ne faut pas passer par des community managers. Mais à partir de ce moment-là, il faut déjà, savoir s'exprimer. Tu dis que je lis un peu. Lire, ça m'aide à écrire. Quand je vois certains posts où il y a 8 fautes d'orthographe par mot, vaut mieux rien dire. Vaut mieux rien dire parce que... L'orthographe et les chefs, c'est vrai que c'est pas... Donc voilà, le système est là, le système est fait. Est-ce qu'il faut l'utiliser, est-ce qu'il ne faut pas l'utiliser? Chacun doit trouver sa place à l'intérieur et chacun doit faire. Après, il ne faut pas s'étonner. Enfin, faut pas soumettre son jugement à critique et puis pas supporter la critique. Sur les guides, on parle des guides, être dans les guides, pas être dans les guides sont là. Tu le sais, voilà, personne t'a obligé un jour à rentrer dans le guide Michelin. Personne t'a obligé à rentrer un jour dans le Goemio. Ils te demandent ton avis si tu veux y être. Si tu veux pas y être, ils t'y mettent pas au départ. Après, pas sûr.
Si, bien sûr. Tu On remplis une verra feuille. si Sébastien Bras sort du... Non, mais maintenant du c'est guide ou pas. différent. Maintenant c'est différent. Dans le cas de Sébastien Bras, il y est déjà. Mais le nombre de restaurateurs qui s'installent et qui sont obligés d'écrire au guide Michelin pour dire "Eh oh, je me suis installé il y a déjà 4 ans, 5 ans, personne n'est venu me voir." Voilà, c'est comme ça que Ouais, ça il se suffit passe. de payer maintenant pour être dans le Et guide pour Michelin. parler de votre site, beaucoup de gens sont contents. On peut même le voir avec les petits prix que vous avez décernés. J'ai vu autant de chefs mettre ouais, je suis contre ça parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que c'était pas bon ce que je faisais, et d'autres qui disent ah bah, je suis super content parce qu'on a une bonne note sur le site TripAdvisor. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que les outils sont là, on vit avec aujourd'hui. On ne peut pas vouloir que le côté positif sans avoir le côté négatif. Il y aura toujours des mauvais, des fielleux qui, même sans venir, iront critiquer, même sans savoir, iront critiquer. Mais comme partout, aujourd'hui, on ne peut pas, nous, jouir de cette lumière, de cette notoriété qu'ont les chefs aujourd'hui. Il y a 30 ans en arrière, ça n'aurait même pas existé des sites comme ça, parce que tout le monde se foutait de la vie de tout le monde Ça s'appelait sur le un bouche à chef oreille. de Ça cuisine. s'appelait le bouche à oreille quand même, non? Pardon ? C'était le bouche à oreille. Oui, le bouche à oreille, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où il y avait moins de notoriété, il y avait moins de positif, avec le côté positif que ça peut amener, forcément, aujourd'hui, il y a plus de négatif. Bon. Oui, enfin, après, avant TripAdvisor, les clients ou les amis de restaurateurs écrivaient au guide, donc Oui. avec des lettres positives, négatives. Bon, Comme dit madame, pour les 10% de restaurants en France qui sont dans les guides. Donc voilà, donc, ça a toujours existé. Bon, bah, il se trouve que TripAdvisor, aujourd'hui, a pris une place énorme, continue en fait à exister et puis à prendre des parts de marché. Et aujourd'hui, rien ne dit que demain, TripAdvisor ne sera pas en fait le guide Michelin, parce qu'on voit que lorsque TripAdvisor sort son prix des 100 tables ou des 50 tables les plus, les meilleures tables françaises, il y a un impact immédiat en termes de réservation. C'est bien que ça fonctionne et que les consommateurs, comme les restaurateurs, sont contents de trouver des outils comme celui-ci. Donc après, c'est vrai que parfois, on a une pizza au milieu qui vient se retrouver. Bon, ça... Désolé. Ouais, justement. Qu'est-ce qu'on peut faire contre... Parce que souvent, les restaurateurs reprochent aussi que certains avis passent et qu'ils considèrent qu'ils ne devraient pas passer. Alors, le zéro défaut n'existe nulle part, la perfection. Qu'est-ce que vous faites comment on peut garantir que les avis qui sont postés sont fiables, respectueux, même s'ils sont critiques? Écoutez, là, il faut que je renforce, mais l'intégrité du contenu des avis sur le site TripAdvisor, c'est essentiel pour notre business. On ne va pas continuer d'évoluer et d'avoir les consommateurs qui viennent chez nous si on n'a pas des avis qui sont fiables, que les gens écrivent, enfin, qui vont lire quelque chose sur TripAdvisor et puis le vivre dans le restaurant. Il faut que ça corresponde d'un côté ou un autre. Et c'est pour ça que nous, bien sûr qu'on a des systèmes en place qui évoluent tous les jours, quasiment. On a des systèmes qui sont utilisés de la même façon que les banques utilisent, des systèmes de sécurité. Et on pense qu'on est vachement très avancé dans ce milieu. Et on évolue tout le temps, on met à jour les systèmes tout le temps. Et derrière ça, on le demande, et on demande à vous de nous signaler. S'il y a quelque chose sur le site que vous pensiez qui ne devrait pas être là, qui vous paraît que ça ne suit pas les critères de publication, il faut nous le signaler. Et c'est une autre raison que je demande, je supplie que tout le monde prend contrôle de leur centre de gestion sur TripAdvisor. C'est gratuit. Vous vous enregistrez et dès que vous avez enregistré, vous avez la possibilité de signaler les avis. Et vous pouvez donner toutes les informations, les preuves, expliquer. Tout ce qui nous est signalé va être investigated. Il va y avoir une enquête va être revu par un humain. On a plus de 300 spécialistes de contenu qui revoient des investigations tout le temps. Enfin, honnêtement, 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et c'est grâce à notre communauté. Et ce n'est pas juste les consommateurs qui viennent sur le site qui peuvent nous le signaler. On encourage les propriétaires de le faire aussi. Et une fois qu'on trouve que quelque chose ne passe pas par notre critère de publication, ça va être enlevé. C'est tout court. Parfois ça passe. On a eu Simone Zanoni récemment. Oui, alors après, je pense aussi que le client... il n'est pas dupe lorsqu'il voit en fait qu'un avis est négatif. Généralement, on regarde le nombre d'avis que l'internaute a déposé avant. Lorsqu'on voit qu'il y en a un, généralement, on apporte moins de crédit à ce type d'avis. Et c'est effectivement le cas de Simonet est assez intéressant parce que on sent que c'est, on va dire, un ancien employé qui a tapé gentiment en fait sur la maison.
Et ça, j'espère que... Il a été retiré. Voilà, Il a été Très, retiré. très vite. Si on revient justement aux réseaux sociaux, Hélène, c'est quoi le discours de... Qu'est-ce qu'on conseille à un restaurateur de dire, de faire sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook? C'est du sur-mesure à chaque fois? C'est du sur-mesure, qu'eux-mêmes sachent quelle histoire ils ont envie de raconter, ce qu'ils ont envie de mettre en avant des coulisses et d'interagir et de répondre aux internautes. J'ai un exemple, ce week-end, je cherchais une pâtisserie au sésame. Et j'ai demandé à ma communauté de me conseiller des pâtisseries ou des desserts. Et j'ai un restaurant qui m'a dit, mais viens, moi j'ai un dessert à la carte. Et donc qui m'a contacté, qui m'a donné les infos. Et je vais y aller, je ne connaissais pas et je vais vraiment y aller parce que ça a l'air sympa. Et sans ça, j'aurais pas forcément... j'y serais pas allée. J'ai apprécié le fait qu'ils prennent le temps de venir me chercher. Et je suis une vraie cliente potentielle. Et il y a un vrai travail à faire d'aller... De regarder ce qui se passe, de répondre et de... Si on prend le cas concret de tes parents, donc, qui sont restaurateurs étoilés, ton père Didier est un grand chef en Sologne. C'est quoi comment tu gères la maison? Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Je ne sais pas si c'est le meilleur exemple. Non, mais moi, c'est encore autre chose. L'histoire c'est plus pour chez moi, c'est pas vraiment un bon exemple. Je joue plus sur moi, la famille, c'est plus moi qui suis la porte-parole. Donc après, moi, mon père reste très discret, il est connu là-dessus, c'est un autre sujet. Après, sur les chefs, peut-être il faut être discret. Il y a des chefs qui ont besoin d'être discrets. C'est chacun son choix. Après, il y a des chefs qui vont vouloir mettre en avant plus l'équipe du restaurant, donc l'équipe de salle ou l'équipe en cuisine. D'autres qui vont vouloir incarner la maison et prendre la parole eux-mêmes et faire croire que ce sont eux. Donc moi, mon job, ça va être de faire croire que je suis tel chef étoilé et que oui, je suis bien en cuisine, alors que pas du tout, je suis à l'autre bout du monde. Ça dépend vraiment de la ligne qu'on veut. Des noms. Ça dépend vraiment de la ligne. Ça dépend vraiment d'où on veut aller au début. Ouais. D'où le premier réflexe de dire OK, il faut regarder ce qui se dit sur nous. Mais où est-ce que tu veux aller? Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu y vas? Et qui es-tu? Et quelle histoire veux-tu raconter? Après, ça viendra. Il faut être surtout le plus sincère possible. Enfin, faut pas tricher, il faut être le plus transparent parce que on voit beaucoup en fait de maisons qui vont, lorsqu'elles communiquent, c'est en fait un système très vertical. C'est moi, Marc, voilà en gros ce que je fais, voilà les offres, voilà les promos, voilà mes menus. Il n'y a pas de vie, c'est très linéaire comme communication. Et malheureusement, il y en a encore beaucoup qui communiquent comme ça, qui ne communiquent pas en fait sur l'histoire, sur la maison, sur les fournisseurs, sur vraiment le fait d'être authentique, quoi. Et d'être concernant, je crois que c'est ton nouveau... Alors voilà, il faut être concernant, il faut créer de l'engagement. Nouveau credo auprès de tes chefs. Oui, il faut être concernant. Oui. C'est quoi être concernant? Être concernant, c'est en fait être sincère, toucher le plus grand nombre de personnes, être entre guillemets grand public, s'adresser non pas en fait à des chefs lorsqu'on communique, mais s'adresser en fait à n'importe quel en fait internaute qui pourrait tomber sur un contenu. Donc effectivement, je pense qu'il faut être concernant, mais il faut également être créer de l'engagement, c'est-à-dire que moi, lorsque je diffuse en fait un contenu, il va y avoir des internautes qui vont liker, qui vont commenter. Si la marque en fait ne prend pas la parole pour remercier, à un moment en fait, les gens vont se lasser. Donc c'est vrai que l'engagement est aussi très important en fait pour une marque, c'est-à-dire en gros signaler à un internaute, ne serait-ce que de liker. Alors c'est vrai qu'on peut pas Guillaume, lorsqu'on envoie en fait un message à Guillaume, il répond systématiquement. Lorsqu'il y a un commentaire, il va liker. Et c'est vrai que du coup, ça peut donner en fait. L'interaction est essentielle. Elle est hyper importante, l'interaction. Elle peut pas être linéaire, elle peut pas être juste en tant qu'émetteur dire voilà en gros l'actualité de notre maison. Et puis en fait, c'est juste commercial. Et les clients, pour moi, ne se reconnaissent pas en fait dans ce type de communication. Et toi, tu le fais pas par stratégie, c'est vraiment parce que... Non, moi, j'ai rien à vendre, hormis ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, je sais pourquoi je le fais. Je le fais pas pour remplir mon restaurant. Je le fais pas pour trouver du consulting. Je le fais pas pour qu'on parle de moi plus qu'on en parle déjà. Je refuse plus d'interviews et de plateaux télé que je n'en accepte. Donc, je suis pas du tout dans la même démarche que d'autres. Moi, je sais pourquoi je le fais. La transmission, mettre en avant les équipes, les stagiaires, les concours, les produits, la saisonnalité. Voilà, donc à partir du moment où on peut interagir sur ces moments-là, c'est très bien. Après, c'est vrai que, comme tout le monde, je me fais critiquer, je me fais insulter via les réseaux, via pas les réseaux d'ailleurs, mais c'est pas grave.
Enfin, voilà, on n'est pas là pour prouver quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, quand je poste une photo le matin quand j'arrive avec mes équipes, c'est pas pour dire je suis le premier au boulot, je me lève plus tôt que vous. Non, il y en a qui se lèvent avant moi et ils ne le marquent pas forcément. J'allume rarement la lumière à l'Élysée. Hein. Il y a toujours des gens qui sont là avant moi. Pas forcément en cuisine, mais dans d'autres services. Donc voilà, c'est pour qu'il y ait en effet une interaction, que les gens continuent de s'adresser à ça. Quand j'ai commencé, moi, comme la cuisine, j'ai appris sur le tas les réseaux sociaux. Donc j'ai compris que pour être présent sur les réseaux sociaux, écouter, il fallait être présent. C'est-à-dire qu'il y a des jours, je suis en déplacement avec le président, c'est confidentiel sans être secret, mais tant que c'est pas annoncé par les médias, c'est pas à moi de l'annoncer. Je vais pas dire tiens, je suis au Touquet, tant que c'est pas sorti dans la presse. Donc ça, par contre, voilà, les gens le savent pas forcément. Par contre, il y aura quelque chose, je posterai autre chose sur un produit, sur quelque chose comme ça, pour être là tous les jours. Quand je poste en effet des photos juste de la cuisine qui s'allume ou qui s'éteint, bah, ça permet de garder le lien et les gens, en likant ça, bah, ils verront le lendemain ma publication avec mon petit apprenti, ou la publication sur tel concours, ou la publication sur tel produit. Alors que si je poste seulement une fois par semaine sur le produit, eh ben, il y aura beaucoup moins de monde qui suivront. Ça, dans les algorithmes de Google, de Facebook, c'est important d'être présent par aux experts, pour remonter, comme on dit. Alors justement, enfin, je pense que depuis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis 3-4 ans, je vais prendre le cas d'une page fan Facebook. Vous avez maintenant les pages fans qui remontent lorsque vous effectuez une recherche dans Google. Elles se positionnent directement sur la première page de Google. Elles remontent pourquoi ? Parce que ces pages, en fait, ont des likes, ont des commentaires et vivent. Donc Google considère qu'à partir du moment en fait, où une page vit, elle a un intérêt, donc automatiquement, naturellement, elle remonte. Donc bien évidemment, il est important aujourd'hui que ces contenus vivent et qu'on réussisse en fait à susciter de l'intérêt au travers des publications. Donc c'est vrai que je prends le cas en fait de Brutable. Aujourd'hui, les vidéos sont vues, sont partagées et apportent énormément de visibilité. Donc la page, en peu de temps, a gagné en visibilité et s'est positionnée dans Google très rapidement dans les premières positions de recherche. Donc oui, c'est important. D'ailleurs, la vidéo, c'est un terrain que tu as choisi d'explorer depuis longtemps pour gérer cette réputation, faire la communication des chefs. Alors, moi, aujourd'hui, je pense que la photo, la vidéo est beaucoup plus importante en fait qu'un article qui va faire 10 pages et on n'a pas spécialement le temps ni en fait l'envie de le lire, en sachant qu'aujourd'hui, on est sur de la mobilité. Alors, même si les écrans sont de plus en plus grands, voilà, moi, aujourd'hui, passer 5-10 minutes à lire un article, ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, je préfère donner de l'envie et j'ai plus envie de découvrir une table au travers de photos ou de vidéos. Voilà, en tout cas, c'est mon choix. Et c'est la manière dont aussi j'ai choisi d'accompagner en fait, les chefs au travers en fait, de petites capsules vidéo qui sont entre 2 à 6 minutes. Voilà. On est aussi tellement sollicité qu'il faut que la photo ou la vidéo soit pertinente pour qu'on s'arrête et qu'on prenne le temps de lire la petite phrase qui va avec, la légende qui va avec, parce que sinon, il y a tellement de publicité au final. Il faut que la photo soit réussie, parce qu'il y a parfois des photos peu engageantes. Il faut vraiment soigner la photo. Alors, ces photos peu engageantes, elles sont sur TripAdvisor. Écoutez, justement, c'est Bertrand qui. On peut retirer des photos quand on est un restaurateur, des photos de clients qui ne plaisent pas. On a fait une étude d'interaction sur les pages de TripAdvisor pour voir exactement quel contenu va vraiment changer l'interaction avec les consommateurs. Et ceux qui ont 20 avis ou plus, ils vont avoir 3 fois plus d'interactions, mais ceux qui ont des photos, c'est comme 4 fois, 5 fois plus d'interactions. C'est parce que, comme on a dit, on est là, on passe sur notre mobile, on a 5 minutes à voir quelque chose, on ne va pas passer 10 minutes ou 15 minutes là-dessus, on va vérifier des choses, on va trouver quelque chose qui nous semble pertinent, et puis c'est comme ça qu'on change. Mais c'est quelque chose duquel Bertrand parle beaucoup dans La Fourchette. Il dit qu'avant, il y avait la possibilité d'avoir un showcase pour le restaurant. Là, sur le restaurant même, enfin dans la propriété. Et maintenant, il y a la possibilité d'avoir votre showcase en ligne sur Facebook, sur TripAdvisor. Et c'est important de gérer, de mettre les photos qui communiquent vraiment ce qui est votre restaurant, ce qui est votre gastronomie. Et c'est pour ça que TripAdvisor donne la possibilité. Et
tous les outils sont là sur place qu'on puisse utiliser pour mettre en avant sa photo, pour choisir bien la photo qu'on veut qu'il soit là, et pour aussi mettre toutes les autres informations, les services, tout ce qui est pertinent. Mais après, c'est vrai que généralement, on a toujours un restaurateur qui va se plaindre lorsqu'il a un avis négatif ou plusieurs avis négatifs. La question que généralement moi je lui pose, c'est mais qu'est-ce que tu fais en fait pour avoir des avis positifs? Et on se rend compte qu'ils font rien, ils attendent. Alors qu'aujourd'hui, il existe en fait plein de possibilités justement pour capter des avis positifs, ensuite et faire un petit tri, on va dire. Un tri. On peut encourager. On peut désamorcer en fait des avis négatifs en envoyant en fait une base d'emailing pour pouvoir en fait capter un avis et faire en sorte ensuite que l'internaute le dépose sur Trip ou le dépose sur Google ou le dépose sur Facebook. Ouais. Et surtout inciter les clients à aller. Il faut inciter, oui, parce qu'aujourd'hui, lorsque l'expérience client en fait, elle commence. Lorsqu'on a identifié un restaurant, à la réservation, à l'accueil, au repas, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe après, quoi? Et aujourd'hui, les restaurateurs, même comme les hôteliers, alors certains, lorsqu'ils utilisent en fait des systèmes de réservation, ont un emailing qui part automatiquement pour connaître l'indice de satisfaction, mais peu l'utilisent lorsque, par exemple, vous avez un restaurant qui prend une résa au téléphone, elle ne constitue pas de base client, donc du coup, elle ne peut pas en fait derrière solliciter en fait ses clients pour pouvoir faire en sorte que ces clients s'expriment au travers des différents sites d'avis, et donc forcément faire descendre les avis négatifs. Voilà des autres outils gratuits qu'on a. On peut le faire en ligne. Si vous avez la base de données avec les emails, il y a la possibilité d'envoyer une demande d'avis, après avec Avis Express, aussi gratuit. Mais il y a aussi la possibilité de télécharger et d'imprimer des business cards qu'on peut insérer dans le truc pour la note, désolé, mon français, de nouveau, et qui demandent des avis, aussi gratuits. Parce que, comme vous l'avez précisé, c'est vachement important de demander si quelqu'un dit « j'ai trop aimé, j'ai découvert ce petit restaurant », prenez l'opportunité, il faut le saisir. D'où l'importance en fait de connaître ses clients et de les relancer. En fait, alors forcément pas systématiquement, mais d'essayer de désamorcer et de leur envoyer en fait un SMS, un emailing en fait qui leur demande de prendre et de donner un avis si en fait leur expérience a été. Et ils le font aussi parce qu'ils sont ravis de le faire. Oui, mais en France en fait, on n'est pas. Enfin pour moi, on n'est pas habitué à l'excellence, on n'est pas formé à l'excellence. Faire les trains qui arrivent en retard, c'est ça? Oui, c'est lorsqu'on va à la fac, par exemple, il est rare qu'on ait 20 sur 20. Lorsqu'on a 20 sur 20, c'est bizarre. Donc, lorsqu'on a une note sur 10, 10 sur 10 sur TripAdvisor, généralement, le client français il se dit « Oula, c'est louche ». Donc, on s'est rendu compte que... C'est pas 5, Trip? Non, enfin 10, 5 ouais, ou une note de 5. Généralement, lorsqu'on a 3,5 ou 4, voilà, on sait qu'on peut faire confiance à ce type d'établissement. Non, mais c'est vrai, alors que les anglo-saxons... 5 c'est suspect, 1 c'est suspect. Ouais, enfin moi aujourd'hui, lorsque je vais sur Trip, je regarde une note 3,5, 4, 4,5, ça me paraît cohérent. C'est vrai que lorsqu'on fait ces études aux États-Unis, on a des notes de ABCDE. Donc on est habitué en fait à un système de notation. En France, lorsqu'on a 13 sur 20 à la fac, on est content, quoi. Donc du coup, lorsqu'on a 5, enfin moi j'ai beaucoup de clients qui me disent en gros, ouais, c'est louche, quoi. 5 sur 5, c'est l'excellence. C'est dangereux alors, parce que la note moyenne, c'est déjà 4,5 sur TripAdvisor. Mais 4,5, c'est bien, mais je pense qu'aujourd'hui, vous voyez, après, il y a aussi une façon de solliciter en fait, son réseau. Vous voyez sur les pages Facebook, mettre des notes, vous demandez à vos amis en fait, d'aller liker le restaurant, et vous montez automatiquement dans l'algorithme. Donc aujourd'hui, tout ça, on parle de notoriété, on parle effectivement de e-réputation, mais voilà, parfois, ça peut être vite biaisé, quoi. Merci. Merci à tous d'avoir été avec nous. Je pense qu'on peut les applaudir pour cette intéressante... Donc, si on résume, il faut être acteur plutôt que de subir, prendre en main son destin. Je crois que ce sera un peu le gimmick tout au long de la journée d'ailleurs, sur d'autres sujets. Et puis savoir ce qu'on veut dire, comment le dire, et donc soit le faire soi-même quand on est aussi doué que Guillaume, ou faire appel à des professionnels, ou utiliser des outils de Trip. Merci à vous.